Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Pour cette fin d'année, Noël approche, on est bien d'accord, j'ai choisi de vous parler de Open Serious Game. Alors c'est un site internet qui regorge d'idées de serious game qui est exceptionnel. Que vous soyez débutant ou non, vous pouvez trouver des sources d'inspiration. Vous pouvez aussi créer vos jeux et les mettre à disposition. Bref, tous les niveaux sont là. Et j'ai choisi de vous parler des derniers jeux qui ont été mis en ligne parce que je les ai trouvés exceptionnels. Je commence tout de suite avec Handy Situation. C'est mon préféré. Il est génial parce qu'il permet de se sensibiliser aux situations de handicap. En fait, il y a 10 situations de handicap. On va se mettre en situation, on va avoir un handicap et puis il va falloir se débrouiller avec tout ça. Donc on se met dans la peau du personnage. Donc en fait, il y a 3 types de cartes. D'abord les bleus, qui est une situation. Voilà, on se met en situation. Aller dehors, compter ses pas, regarder les panneaux de signalisation, revenir, s'habiller, mettre un manteau. Il y a plein de petites situations comme ça. Le deuxième type de carte qu'on va piocher, c'est le handicap. Par exemple, je me suis cassé les 2 poignets et je ne peux plus utiliser mes mains pour m'appuyer, tirer, pousser. Enfin bref, je peux plus me servir de mes poignets, de mes mains tout simplement. Mais je vais quand même devoir réaliser la première situation que j'avais tirée. Et la dernière carte qu'on va tirer, c'est le débriefing. Et vous le savez à quel point c'est important dans un jeu de débriefer. Les règles du jeu, elles sont simples. Une personne va avoir une situation à réaliser. Et plus on est, plus on va avoir de situations. Il y en a 10. Il y a 10 situations de handicap. Un petit point quand même sur le débriefing. Évidemment, le but, c'est l'intelligence collective. On n'est pas là pour devenir des experts en handicap. C'est pas ça le but du jeu. Mais très important de pouvoir débriefer. Et bien entendu, à la fin, vous avez les ressources. Dans ces ressources, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout simplement toute l'explication du jeu. Alors moi, je vais aller droit au but. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les différentes situations. Par exemple, une des situations, je dois plier 3 avions en papier chacun, mais en équipe. Une première moitié du pliage doit être faite par un joueur et l'autre moitié doit être faite par un autre. Mais, évidemment, pour réaliser ces situations, on a les cartes handicap. Et là, si je vous rappelle que je me suis cassé les 2 poignets, aller plier des avions en papier, ça c'est pas le plus simple. Donc vous voyez, il y a plein de situations comme ça de handicap. Par exemple, celle-ci, ça fait plusieurs semaines que je dors mal, que je suis stressée et du coup mon attention, elle est affectée. Et là, la simulation, c'est que je vais devoir arrêter toutes mes phrases à la moitié, ou je fais des phrases courtes, je demande à ce que les autres ne me parlent qu'avec des premières moitiés de phrases. Donc vous imaginez un petit peu la complexité, mais ça permet de se mettre en situation et de comprendre, d'avoir de l'empathie pour les personnes qui sont en situation de handicap. Pour moi, ces handi-situations, elles sont vraiment intéressantes parce que non seulement je me mets dans la peau du personnage, ça vient développer mon empathie, je comprends les situations de handicap, je comprends aussi que le handicap n'est pas qu'une personne qui a une mobilité réduite, qui est en chaise roulante. Il y a plein de sortes de handicaps différents. Je peux retrouver ces situations dans mes formations et là, en les vivant, je comprends mieux comment les appréhender. Et je pense notamment à une des situations que j'ai pu voir, une personne qui a pu avoir une infection rénale, urinaire, et qui a besoin de boire beaucoup, mais aussi d'aller beaucoup aux toilettes. Eh bien, comment je vais gérer cette situation, moi, en tant que formateur ? Comment je vais mettre à l'aise aussi la personne qui vit cette situation de handicap? Comment est-ce que je l'intègre parmi les autres? Est-ce que elle veut en parler aux autres? Est-ce qu'elle veut garder l'information pour elle? Pour ma part, ça a généré plein de questions de comment je gère cette situation. Alors bien entendu, moi j'ai 2 référents. J'ai 2 référents handicap. D'abord Amandine Pilot qui est à Toulouse et qui a sa propre entreprise, mais aussi Yvan Demimieux qui fait partie de l'équipe de Nobi. Et pour toutes ces questions, moi je me base sur ces 2 référents-là. Comme ça, je sais comment réagir, je sais ce qu'il faut faire. Mais bien sûr, pour mes apprenants aussi, eh bien, je vais les rediriger. Je vous invite à utiliser ce jeu sans modération. Je passe au suivant. Allez, je vous explique le suivant. Le jeu suivant, c'est IVC Map. IVC Map, qui est tout simplement un jeu où on va pouvoir prendre des décisions sur un sujet. Est-ce que ce sujet, je peux agir seul dessus? Est-ce que je peux agir en toute autonomie? Ou est-ce que cela nécessite l'accord d'autres personnes? Le déroulement, il est simple. Chaque personne va trouver un sujet et il va choisir si
j'agis seul dessus, ou si ça nécessite l'accord d'autres personnes. Et ensuite, je vais le présenter au groupe. Et tout le groupe va choisir, ok, ce sujet-là, il a raison, on va agir en toute autonomie dessus. Ou alors, à l'inverse, eh bien, non, ça nécessite l'accord d'autres personnes. Si vous connaissez cette activité de facilitation, ça rappelle RACI, qu'on va retrouver d'ailleurs dans ce livre. La boîte à outils de la facilitation, et c'est tout simplement un tableau qui va reprendre un sujet, va demander l'accord de telle personne, ça demande l'accord du directeur, ça demande le secrétaire, les formateurs, bref, on a un sujet et on sait à qui appartient le rôle décisionnaire. Donc là aussi je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de créer une procédure. Je sais que ce sujet-là, je peux agir dessus, celui-là, je ne peux pas. Et voici à qui je dois demander l'accord. Donc moi je trouve ça exceptionnel, ça permet de rabattre un petit peu toutes les cartes, ça permet de clarifier aussi ce que je peux faire ou pas. Et ça permet d'inviter les personnes qu'il faut aux bonnes réunions et pas d'être là en tant que spectateur et de se dire bah, je suis en train de perdre du temps dans cette réunion ou de recevoir des emails, je vous mets dans la boucle pour toute info utile. Non, pas pour toute info utile. Ce sujet-là ne me concerne pas. Donc ne me mettez pas dans la boucle, d'accord? Donc ça permet de clarifier, ça permet aussi de gagner du temps. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, une autre astuce que j'ai trouvée sur ce site qui est génial, une pyramide. Il y a 10 étapes et ça permet de créer un serious game. Est-ce que c'est pas exceptionnel? Je vous montre. Sur ces 10 étapes, donc on a d'abord les inspirations, la culture d'exemple. En fait, il s'agit pour cette première étape d'aller creuser en fait dans son expérience et de se dire je peux partir de cette situation, je peux partir de cet exemple-là. En fait, c'est ma source d'inspiration quelque part. Puis, l'étape suivante, je vais définir un objectif. Et là, rappelez-vous de cette question que je vous demande à chaque fois. Qu'est-ce que je cherche à faire? Pourquoi est-ce que je fais ça? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à faire? Ensuite, je vais cadrer, je vais tester. Dès le début, je teste. Eh bien oui! Et ça, vous le savez, si vous avez suivi mes formations en ligne, il faut tester, tester et retester. Et c'est le meilleur conseil que je vous donnerai pour vos formations, mais aussi pour vos jeux. On teste. Vous allez me dire, mais attends, on n'a encore rien défini, on n'a pas fait de niveau, de badge ou quoi. Mais non, mais il n'y a pas besoin. D'abord, on teste, on voit, ce sont les prémices. Mais il faut pouvoir tester. Tiens, imaginons si on faisait ça. Et puis je teste. Ça va me permettre de clarifier mon cadrage. Qu'est-ce que je veux faire? Comment? Quel chemin je commence à prendre? Ok, le chemin il n'est pas encore goudronné, il n'est pas encore tracé, mais je vois un petit peu la direction que ça prend. Ensuite, je vais cadrer. Je vois la direction que ça va prendre. Donc je vous rappelle que mon objectif me permet de définir mes rails. Bien là, je vais les poser mes rails. Ok, j'ai mon cadre, je sais quelle direction je vais prendre, je sais comment ça va se dérouler. Là, j'y vois un petit peu plus clair dans mon chemin. Ça évite aussi de se perdre et de sortir du cadre. Parce que quand on va commencer à réfléchir aux manières de faire, aux différents niveaux, est-ce que ce sont des cartes, est-ce qu'il y a un plateau, ça va permettre de recadrer à chaque fois, de se dire ah oui c'est vrai, je fais ça pour ça et de cette manière-là. C'est par là que je voulais aller. Ensuite, les leviers de motivation. Alors, ce camembert-là, évidemment, ça vient de Echo Game Lab qui a créé les Gamificards, que j'ai déjà au format digital et je vais bientôt les recevoir en version papier. Hein. Ils sont en train de les construire petit à petit et je prendrai un grand plaisir à vous les montrer, bien entendu. Les leviers de motivation, ils sont importants parce que ça vient créer de l'engagement avec mes apprenants. Et là, je me raccroche aux différents profils de joueurs, les personnes qui aiment la compétition, les personnes qui aiment collectionner des objets, récolter des points. Et bien là, je vais pouvoir définir ces leviers de motivation grâce à ça. La 6e étape, je vais choisir la mécanique. Donc là, je vais définir mes règles de jeu, mes étapes, est-ce qu'il y a des niveaux. Et là, de nouveau, on vous donne quelques ressources, notamment les Mechanicards de Prismatic, les Serious Escape Cards, les Liberating Structures. Alors là, ce sont des mines d'or, hein, je vous le dis, là, plus on creuse et plus il y a de l'or. Hein. L'étape 7, on va définir différentes situations, différentes histoires fictives. L'étape 8, on va choisir son matériel et ses supports. L'étape 9, on va penser à la diffusion. Est-ce que ce jeu, si je ne suis pas là, est-ce que les personnes comprennent son fonctionnement et savent le faire fonctionner sans moi? En gros, c'est est-ce que les règles du jeu sont claires? Est-ce que le matériel que vous mettez à disposition, est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne? Et la 10e étape, là j'ai envie de dire, c'est un peu le pour aller plus loin. On va créer des extensions et des variantes. Et voilà pour cette pyramide. Je trouve ça génial. Si on a cet objectif, si on se dit j'aimerais créer un serious game à partir de tel sujet, eh bien je me base sur ces 10 étapes. Là, je ne risque pas d'oublier quoi que ce soit. Fabuleux. Et je vous invite à vous perdre sur ce site Open Serious Game
C'est d'ailleurs là que j'avais découvert les debriefing cards, qui sont le modèle de Kirkpatrick. Donc comment évaluer sa formation, il y a 4 étapes à respecter. Et plutôt que de lire un bouquin en anglais, là vous avez toutes des cartes qui se retournent toutes seules et qui permettent d'évaluer la formation et de respecter ces 4 niveaux. Bah c'est super. Vous voyez, c'est ces 4 niveaux du modèle de Kirkpatrick. D'abord la réaction, puis les apprentissages, les comportements et les résultats. Et plutôt que de se dire, attends, qu'est-ce que je pose comme question? Mais je retourne une carte et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est super, c'est super. Voilà, j'espère que ces sources d'inspiration vous seront utiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve la semaine prochaine.